J'ai donc la mission très difficile d'essayer de faire une synthèse des échanges et des restitutions qu'on a eues aujourd'hui. Alors, pour rebondir un peu facilement sur la discussion autour de l'intersubjectivité, je vais dire d'emblée que je vais abandonner tout objectif d'objectivité, si vous me permettez ce jeu de mots. Je vais parler de manière assez subjective sur des choses que j'ai pris à travers toutes ces interventions et qui me paraissent être quand même assez transversales. Il y a déjà une telle richesse d'échanges et de synthèse qui a eu lieu dans l'ensemble des interventions qui me paraît inutile de vouloir résumer ce qui a été dit et nécessairement de l'appauvrir. Mais du coup, je vais parler avec ma casquette un peu d'historien des sciences de formation, donc avec des soucis parfois épistémologiques en entrée de discussion qui pourront paraître peut-être un petit peu au début décalés par rapport au sujet même, enfin en tout cas aux objets qui ont été évoqués, mais je tenais à commencer par ce point, par un point d'entrée plutôt méthodologique, notamment parce qu'en tant que membre du comité scientifique d'évaluation des projets, dans le cadre de ces appels à projets sur l'autonomie financés par la CNSA et portés par l'IRESP, on a beaucoup discuté de ces questions et ce qui ressort, je trouve, des interventions et de l'ensemble des discussions qui ont eu lieu aujourd'hui, c'est que la pluridisciplinarité à l'œuvre est portée par l'appel à projet. L'éclectisme méthodologique produit vraiment des résultats extrêmement intéressants notamment par rapport à une chose qui ne qui répond pas tout à fait en plus aux attentes des pouvoirs publics en termes de connaissance de l'offre, mais à une espèce d'épaisseur du terrain, de souci de description des phénomènes extrêmement précis, qui ne cachent pas, qui ne masque pas la complexité des phénomènes étudiés, qui ne masque pas les effets de secteur, de cloisonnement, etc. J'y reviendrai. Qui insiste beaucoup aussi sur la déconstruction des représentations générales, les sciences humaines et sociales qui sont souvent porteuses des projets dont on a entendu parler aujourd'hui, eh ben, font leur travail de révéler des objets ou des problèmes qui sont à l'intersection de catégories d'action du droit ou de l'action de l'action publique et qui permettent de voir un petit peu les limites de ces catégories d'action sans nécessairement les remettre forcément en cause, mais en tout cas de construire une vision beaucoup plus complexe des phénomènes étudiés en lien avec la perte d'autonomie et avec notamment dans un certain nombre de projets qui étaient présentés aujourd'hui, des enjeux assez cruciaux autour de la mesure et des enjeux assez paradoxaux dans un secteur où la mesure est parfois vue de manière un petit peu enfin, perçue ou reçue un petit peu sur la défensive, dans un secteur où on estime qu'une partie de l'action et notamment de l'accompagnement est non quantifiable et où on subit peut-être parfois un petit peu trop les exigences de mesure pour des finalités d'évaluation de la performance ou de l'efficacité ou de l'efficience des services et des accompagnements. Ben, on a vu à travers ces projets qu'il y avait quand même un enjeu de la mesure, de la mesure et de la clarification d'un certain nombre de phénomènes, de la capacité à mesurer des choses qui ne sont finalement aussi parfois que peu visibles. Alors, on pense bien sûr au non-recours qui a été évoqué cet après-midi, mais je pense aussi à des choses qui ont été suggérées ce matin. Il y a quelque chose qui m'a frappé, notamment dans l'intervention de Christelle Routeloup, qui était la question de la mise en corrélation entre les fiches d'événements indésirables et les accidents du travail, par exemple. Ben, j'ai l'impression qu'il y a tout un questionnement autour des capacités à mesurer, même de manière un peu quantitative, des choses qui pourraient amener un autre regard sur l'offre médico-sociale, l'offre des établissements et services médico-sociaux avec des sortes de métriques alternatives au tableau de bord de la NAP et compagnie, pour reprendre un terme qui est utilisé notamment dans l'analyse de réseau ou dans la bibliométrie, les altmétriques. Donc on voit bien que toutes ces démarches méthodologiques, souvent mixtes, avec beaucoup de parts d'approches qualitatives qui font une place importante aux questions, à des approches souvent inspirées de l'interactionnisme, où on voit la place de la négociation, de la position des acteurs, etc., permet un retour d'une extrême richesse sur les différents phénomènes étudiés et finalement pose peut-être parfois à la marge la question de la généralisation, mais permet
d'avoir une précision que seul, je pense, ce type de recherche et ce type d'appel à projet permet de produire. Donc, je voulais déjà insister là-dessus et c'est sans doute une des plus-values, une des réussites de ces appels à projets que de produire de ce type de résultats, en fait. Ensuite, je voulais évoquer un certain nombre de thèmes qui m'ont paru transversaux et dont on a beaucoup parlé. Alors, le premier va être assez évident et attendu, hein, c'est la question de la personnalisation des accompagnements, de l'évaluation, de la mesure ou de la perception ou de l'écoute ou des besoins. Alors, j'utilise le terme besoin un peu par facilité, mais je vais y revenir tout de suite. On a beaucoup discuté et beaucoup entendu de précisions sur la notion sur cette notion de besoin, sur la capacité de formulation, de réception, d'écoute des besoins. Est-ce qu'on parle de besoin? Est-ce qu'on parle d'attente? Est-ce qu'on parle d'envie? Et je trouve que dans un appel à projet qui porte sur la reconfiguration ou l'évolution de l'offre médico-sociale, parler de la demande et parler de l'expression de la demande, c'est quelque chose qui permet de revenir un petit peu au questionnement fondamentaux de l'action sociale, qui est de dire à quoi on cherche à venir en aide. Et donc, cette personnalisation ou cette individualisation, alors je rebondis un peu sur les propos de Marianne Monchamp de ce matin, hein, sur l'émergence de la personne dans la protection sociale. J'ai employé le terme d'individualisation, mais là aussi, ça renvoie à d'autres perceptions de cette question-là, hein, notamment les écrits de Robert Castel sur la question de l'individualisation liée à l'homogénéisation provoquée par la protection sociale et l'émergence des États-providence. Donc, je vais plutôt parler peut-être de personnalisation. Cette personnalisation, presque tous les projets qui ont été présentés aujourd'hui montrent l'extrême complexité et subtilité de la perception de ces besoins et donc du coup de la conception de l'offre en réponse à ces besoins. Extrême complexité notamment parce que ces besoins sont toujours plus ou moins médiés, traduits ou formulés dans le cadre de l'offre. C'est-à-dire que le cadre lui-même, l'offre elle-même impacte très fortement sur la demande et sur sa mise en forme, sur sa négociation, on pourrait dire. Donc certains projets ont travaillé plutôt la notion de négociation, d'autres ont travaillé plutôt la projet de mise en forme, d'autres ont travaillé d'autres aspects, mais on voit bien que c'est quelque chose qui est une sorte de tension, de problématique centrale qui pose énormément de questions qu'on a fait qu'ébaucher aujourd'hui et qui, je pense, qui sont un peu inépuisables, mais c'est pas une raison pour de ne pas essayer de les épuiser. Donc, il y a notamment cette question de la formulation. Est-ce qu'on parle de besoin? Est-ce qu'on parle d'envie? Est-ce qu'on parle d'attente? Qu'est-ce qu'on cherche exactement à capter? On a bien vu dans les dernières interventions sur les savoirs expérientiels que c'était en plus des besoins qui pouvaient être très différents de ce que l'action publique pouvait proposer comme service et que parfois même c'était pas grave que l'action publique n'y réponde pas dans une certaine mesure. Et il y a toujours aussi un paradoxe derrière ce jeu entre besoin, envie et attente, le paradoxe de vouloir répondre à tout prix à ces besoins. Moi, je pense souvent aux propos que j'avais recueillis de la part d'un directeur d'établissement médico-social, d'un foyer d'accueil médicalisé, et qui me disait, mais pourquoi je propose de l'équitation à des gens qui, dans leur vie ordinaire, n'auraient jamais fait de l'équitation, en fait. Et donc, il y a vraiment un questionnement de fond autour de ça qui a été traité par tous les projets quasiment. Derrière ça, il y a aussi la question de la représentation, comment en fait ces besoins ou ces critiques éventuellement peuvent être représentés de manière démocratique, hein, sans forcément reprendre des rôles sociaux trop évidents ou trop préexistants. Pourquoi pas créer des nouveaux rôles en fait autour de ça? Pourquoi pas aussi interroger des outils qui ont été mis en place déjà maintenant il y a longtemps, comme les CVS. Alors j'ai bien aimé la remarque j'ai oublié le nom de la personne qui a été chargée de discuter la deuxième session. Je lui prie de m'en excuser, mais la remarque sur la question des CVS, sur ce qui se passe dans les CVS, ben, ça fait partie des objets qui pourraient être intéressants à étudier. Et autour de ces besoins, il y a aussi bien sûr la question de la place active des personnes accompagnées ou des personnes concernées. Alors, je ne vais pas aussi jouer sur les mots en fonction des champs d'action. On a des termes différents qui sont dans le langage accepté ou le langage courant, mais qui posent des questions sur la capacité de participation, les questions des porte-paroles, la question des formes plus ou moins instables, comme faisait
remarqué Emmanuel Fillon de cette participation. Et tout ça questionne en fait cette personnalisation et cette perception des besoins. Les projets aussi qui ont été présentés ont souvent renvoyé à des questions de cloisonnement, en fait, que, en quelque sorte, les réponses pouvant être apportées à ces besoins, si vous me permettez ce raccourci après avoir évoqué toutes les problématiques en lien avec ces besoins, les réponses apportées avec ces besoins sont souvent limitées par le cloisonnement sectoriel, en quelque sorte. Et beaucoup de recherches qui ont été présentées aujourd'hui montrent qu'en fait, les acteurs sur le terrain passent leur temps à pousser les murs, en quelque sorte, à aller chercher ailleurs d'autres réponses ou d'autres partenariats ou une capacité de mettre en place un parcours qui soit un peu plus étayé, un peu plus long, un peu plus accompagnant, etc. Et là aussi, ça pose toujours, je trouve, des questions un peu paradoxales, parce que ces appels au cloisonnement, est-ce que c'est des appels à repositionner d'autres cloisons? Est-ce que c'est des appels à supprimer toutes les cloisons? Or, ben, finalement, cette question sur les besoins a bien fait remarquer que les cloisons, elles servent aussi parfois à exprimer ou à formuler ou à mettre en forme ou à encadrer, si on peut me permettre ce terme, encore une fois, qui est souvent lourd de sens dans le travail social, encadrer les demandes, et que ces cloisons, elles sont aussi construites par les acteurs. Et quand je parle des acteurs, c'est à la fois les personnes accompagnées et les professionnels. On a bien vu d'ailleurs qu'il y avait une sorte de symétrie, ou en tout cas d'analogie possible souvent entre les situations vécues par les professionnels et les situations vécues par les personnes accompagnées, hein. Et finalement, la première session de ce matin fait d'une certaine manière et par plein de biais écho aux sessions, aux deux autres sessions. Donc il y a cette question du décloisonnement aussi, de la limite de l'action publique encadrée dans des secteurs, dans des modes de financement, etc., qui a été abordée plus ou moins en filigrane, parfois plus frontalement par certains des projets, notamment parce que, et ça serait le troisième point que je voulais souligner, notamment parce que il ressort de ces projets, et je pense que c'est pour ça que je veux insister sur les méthodologies de prime abord, il ressort de ces projets, en fait, une volonté, un souci d'apprendre du terrain. On a énormément de ces projets qui se basent sur des expérimentations, sur l'observation d'expérimentations ou sur l'observation de pratiques qu'on ne qualifie même pas d'expérimentation, mais qui pourraient en avoir le statut si on le souhaitait, en tout cas de l'observation des pratiques et ou des expérimentations. Et d'essayer d'apprendre en tout cas de cette observation. Il y a un certain nombre de projets aussi qui sont dans le cadre de co-construction d'outils ou de réponses, de recherche-intervention, de recherche participative plus ou moins affichée. Et, et du coup, là-dessus, il y a aussi énormément d'enjeux, je trouve, à essayer de réfléchir le statut finalement de la connaissance qui est produite par ce souci en fait d'apprentissage lié au terrain. Là-dessus, plusieurs points que je voulais évoquer. Alors bien évidemment, il y a le rôle des savoirs expérientiels et de leur activation, de leur mise en œuvre, de leur mobilisation, on va dire, qui a été évoqué à la fin. J'ai aussi remarqué ce matin, notamment dans les interventions sur les qualités dues au travail, mais qu'on retrouvait parfois plus ou moins présent dans d'autres projets, une sorte d'intégration de la contrainte financière qui est plus ou moins questionnée, plus ou moins frontalement, mais qui n'est jamais remis en cause. C'est-à-dire que les réponses, en fait, sont souvent des réponses organisationnelles qui font avec la contrainte financière. Et j'y reviendrai en conclusion. Et on voit bien que là, il y a dans les réponses à l'appel à projet un petit manque en termes d'apport autour peut-être de disciplines comme la philosophie, le droit ou même les sciences politiques pour questionner autrement cette question de la contrainte financière. Et puis, troisième point aussi, toujours autour de cet apprentissage par le terrain, on voit aussi émerger en fait cet enjeu de réponses très locales, négociées, co-construites, remises en question sur du long terme. Et j'ai bien aimé la formulation qui a été faite par Emmanuel Fillon et Sébastien Saeta, qui étaient les autres participants du projet,
qui disait il faut des démarches pragmatiques plus que normatives. Ben, en fait, tout l'enjeu autour de cet apprentissage du terrain me semble être là. C'est comment, en fait, qu'est-ce que ça pose comme question pour l'action publique, justement, ce type de préconisation, en quelque sorte. Comment on peut construire des nouvelles réponses, des nouveaux services ou des nouvelles possibilités de réponse qui soient adaptées à la diversité des situations, mais pas seulement à la diversité, entre guillemets, j'insiste sur les guillemets, objectifs des situations, mais à la diversité des situations vécues et des demandes qui émergent de ces situations vécues. Pour revenir sur les dernières réponses aux questions de la discutante d'Emmanuel. Là aussi, je suis en train de zapper le nom d'Emmanuel Simon, qui a discuté lors de la dernière session. Et là, il y a des vraies questions. Il y avait des vraies questions qui amènent aussi à des pistes de développement que j'évoquerai en conclusion de mon intervention. Je voulais juste rajouter un point qui m'a assez frappé, même si c'était du coup peut-être un petit peu plus indirect. Le terme a été employé une fois dans une des interventions. On a parlé de travaux non productifs. Il me semble qu'il y a une chose qui traverse en partie les questions qui ont été soulevées ou les points, enfin les objets qui ont été traités à partir dans ces projets, c'est comment penser en fait le travail d'accompagnement au-delà des actes purement productifs en termes d'action publique. Tout ce qui est temps d'élaboration, temps d'échange, temps d'écoute, qui ont pourtant enflé avec le développement des démarches qualité très formalisées qui sont mises en œuvre depuis la loi de 2002 notamment. Tous ces temps, formalisés ou non formalisés, comment les faire entrer dans une pensée, on va dire, économique de la production de valeur, du travail, et notamment quand une partie de la production finalement est entre les mains des personnes accompagnées, hein, si on parle de travail, de savoir expérientiel. Et là-dessus aussi, autour de la valeur travail, autour de ces actes productifs, autour de ce que c'est que le travail, autour de la question de l'étau des tâches, pour reprendre aussi un terme qui a été employé, je crois, par Emmanuel Fillon. Comment on peut penser autrement, en fait, la dimension économique et pas seulement purement productive de l'acte, enfin pas seulement autour de l'acte purement productif d'accompagnement ou de soins, pour laisser un petit peu de marge de manœuvre à l'élaboration de ces réponses un peu négociées, locales, sur le long terme, etc. Ce qui me fait, j'espère ne pas être trop long et pas trop confus aussi, parce que la densité des choses à raconter était peut-être trop importante. J'ai essayé de partir sur un certain nombre de thèmes sans forcément résumer tout ce qui a été dit. Mais ce qui me fait du coup rebondir en guise de conclusion sur ce qui me paraît être intéressant comme point, là encore de manière très subjective, hein, comme point à développer à partir de ces retours. Il y a, il me semble, quelque chose qui est jamais qui n'est pas traité dans ces projets, c'est la question en quelque sorte de la montée en généralité, de la standardisation, de l'organisation. J'ai bien aimé la manière dont, je cherche le nom pour aussi pas me tromper, excusez-moi. Bon, je ne vais pas retrouver son nom, je suis désolé. La personne qui travaillait sur l'habitat, j'ai oublié le nom. Donc, j'ai bien aimé sa formulation de la personnalisation et de son interrogation ou son utilisation du terme organisation. Il y a quand même quelque chose. Alors là, je mets ma casquette d'enseignant-chercheur en sciences de gestion. Il y a quand même quelque chose dans la standardisation et dans l'organisation de cette standardisation, de processus d'accompagnement, qui est aussi un enjeu de gain de temps pour les moments où on a vraiment besoin de prendre du temps pour personnaliser. J'ai un collègue qui dit souvent ça pour défendre l'approche par processus, Christophe Pascal. Il dit, mais en fait, décrire les processus et standardiser, ça permet de répondre à un certain nombre de situations un peu classiques et de gagner du temps sur le reste. Et là, c'est des choses où on a l'impression que cette approche finalement très proche du terrain est très liée à des accompagnements co-construits, à des choses un peu sur mesure, nie un petit peu des enjeux économiques plus généraux et de standardisation en fait de production de l'accompagnement, si on peut employer ce gros mot dans un milieu ou un petit cercle un peu dominé par les sciences humaines et sociales, et notamment la sociologie, donc de production de l'accompagnement. Et là, il y a des choses sans doute aussi à
à évoquer, sans nier tout l'intérêt de ce qui a été traité aujourd'hui, mais à penser en fait comment, à partir de ça, on généralise un petit peu, on peut pas forcément standardiser, mais systématiser un certain nombre de choses. Et par rapport à un certain nombre de thèmes qu'on a évoqués, le décloisonnement, la personnalisation, etc., et notamment le souci de prendre en compte les différentes parties prenantes, hein, les professionnels, les personnes accompagnées, etc. J'ai été frappé aussi d'une question qui finalement pas abordée, alors pas spécifiquement dans les projets dont on a parlé aujourd'hui, mais plus généralement dans tous les projets que j'ai vu passer lors des conseils scientifiques d'évaluation de l'appel à projet. C'est le peu de travaux qui sont menés sur la question de la gouvernance, et pas seulement la gouvernance associative ou la gouvernance d'entreprise, mais aussi la gouvernance territoriale. On a beaucoup parlé du coup de décloisonnement, etc. Mais finalement, peu de choses autour de cette question de la coordination entre un certain nombre de parties prenantes. Si je peux résumer un peu maladroitement la gouvernance là-dessus, je ne suis pas un spécialiste du sujet. Troisième point aussi qui est finalement peu abordé, c'est la question de l'impact et de la mesure de l'impact. Là aussi, je prends la casquette de gestionnaire, mais je rebondis aussi sur les propos de Marianne Monchamp ce matin, qui évoquait des études randomisées pour évaluer l'impact des politiques publiques. Alors, je ne suis pas du tout fan des études randomisées pour des questions épistémologiques que je n'évoquerai pas ici, mais en fait, il y a quand même cette question-là, dès qu'on touche à des l'accompagnement majoritairement financé par de l'argent public, les questions autour de la mesure d'impact qui n'est pas satisfaisante aujourd'hui, je pense que tout le monde peut s'accorder là-dessus, et qui mérite d'être repensée peut-être à l'aune justement de toute cette richesse qui est produite par ces études majoritairement plutôt qualitatives. Et donc, en dernier point, et c'est des choses qui seront sans doute à nouveau évoquées lors du webinaire du 15 novembre qui complétera celui-ci, c'est finalement ces remarques un peu digressives sur la fin, sur des choses qui sont finalement peu abordées, mettre bien en avant un spectre de disciplines qui est encore assez peu présent dans les projets qui sont financés dans le cadre de cet appel à projet. Marianne Monchamp a parlé de la philosophie ce matin, c'est des choses qui ont déjà été très clairement repérées dans le cadre du conseil scientifique d'évaluation. Il y a le droit aussi. L'histoire, un peu moins. On a vu qu'il y avait quand même des approches socio-historiques qui étaient mobilisées pour contextualiser un certain nombre de types d'accompagnement. Et puis aussi, même si ce matin, il y avait quand même certains des gestionnaires présents, finalement, une certaine partie des séances de gestion, et notamment autour de ces questions de gouvernance. Les séances de gestion étant surtout présentes autour de la question de la gestion des ressources humaines dans les réponses aux appels à projets. On a aussi peu de choses, par exemple, sur la construction des coûts et des systèmes de tarification. J'espère ne pas avoir été très long et avoir pas trop trahi les thématiques qui ont été abordées aujourd'hui. En tout cas, j'ai trahi la mission qui était de faire une synthèse parce que j'ai abandonné l'idée de résumer ce qui avait pu être dit aujourd'hui vu la densité.